parents avaient un autre rêve pour moi. Je voulais faire du violon, ils m'ont mis au piano. Je voulais faire du foot, ils m'ont mis à la danse classique. Aux yeux de leurs parents, ils avaient un avenir tout tracé. On a fantasmé sur ce que je pourrais être, médecin, avocate, etc. Aller à l'école, ramener un diplôme et puis par la suite avoir un travail. Il fallait absolument qu'ils soient contents de moi, qu'ils soient satisfaits. J'ai fait des études de constructeur de maisons en bois. J'ai vite dévié. C'est donc une toute autre voie qu'ils ont choisie. Je me suis engagé dans un cirque dès que j'ai eu mon bac. Moi, je voulais pas faire d'études. Moi, je rêvais de faire Rémi sans famille, où on partait sur les routes. J'ai toujours voulu être actrice. Je suis tombée enceinte à 15 ans et demi et à 16 ans, j'ai accouché. Et finalement, je suis devenue voyante. J'ai eu envie d'être attachée de près. Et donc, de fil en aiguille, je me suis occupée d'actrice X. Mais comment leurs parents ont-ils réagi? Ma grand-mère l'a très mal vécu. Je ne pouvais pas imaginer que ça prendrait des proportions pareilles. Il m'a dit que comme j'étais consciencieuse dans mon travail, peu importe ce que je fasse, de toute manière, je serais bonne. C'est pas parce qu'on prend des chemins différents qu'on n'est pas plus ou moins heureux. Bonjour à tous, merci de nous accueillir chaque jour plus nombreux et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Dès la naissance de son enfant, tous les parents nourrissent un rêve pour lui. Ils le voient chirurgien, médecin, avocat et pendant des années, ils fantasment cette vie qui se construit dans leur imagination comme étant la meilleure. Mais les rêves ne se réalisent pas toujours. Et les invités que je reçois aujourd'hui ont pris un chemin diamétralement opposé de celui que leurs parents avaient souhaité pour eux. Alors comment se sont-ils autant éloignés du droit chemin et quelles conséquences cela a-t-il eu dans leur relation avec leurs parents ? Mes parents ne rêvaient pas de cette vie-là pour moi. C'est le titre de toute une histoire aujourd'hui. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour notre rendez-vous quotidien. L'histoire continue. Vous retrouverez avec plaisir Olga et Nadine qui nous rejoindra. Ce sera juste après et nous verrons ce qu'elles sont devenues depuis leur passage dans toute une histoire. Mais tout de suite, ouvrons la première partie de notre émission. Un destin pas tout à fait tracé et saluons Sarah. Sarah, bonjour. Bonjour. Pour commencer, Sarah, on va se replonger dans votre enfance. Quelle éducation avez-vous reçue ? Alors, j'ai une éducation très stricte. J'étais en école juive privée de l'âge de 3 ans à l'âge de 19 ans. Que faisaient vos parents ? Mon père était radiologue. Ma mère était mère au foyer. Donc, elle s'occupait tout le temps de nous. Mon père était très carré. C'était très... c'était vraiment bien cadré. Très cadré. Est-ce qu'ils étaient à l'écoute de vos attentes ? Pas du tout, mais c'est pas de leur faute, les pauvres. Hein. C'est juste qu'à cette époque-là, la psychologie, c'était pas vraiment ça. En fait, ils attendaient que je fasse du violon. À cette époque-là, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas non plus très âgée. Je suis vieille, j'ai 40 ans bientôt, dans 20 jours. 40 ans ouais. Non mais c'est un truc de dingue. Ouais, donc c'était il n'y a pas si longtemps quand même. Il y a 30 ans quand même. Enfin, pour moi, ça me paraît énorme. Hein. Bon. Disons que c'était une autre vie. D'accord. Donc, ils n'étaient pas très psychologues, dites-vous. Ils n'étaient pas psychologues du tout. Je voulais faire du violon, ils m'ont mis au piano. Je voulais faire du foot, ils m'ont mis à la danse classique. Tout était un peu comme ça, quoi. En grandissant, quelles ont été les relations que vous avez nouées avec eux ? J'étais dure. Très dure. À 7 ans, j'ai fait ma première fugue. Et après l'adolescence, c'est très dur pour eux. Pour moi aussi, d'ailleurs. C'était vraiment des crises, des gros stress. Après, vers la vingtaine, je leur racontais plus du tout ce que je faisais, c'était beaucoup plus facile. J'ai fait mon permis moto sans qu'ils soient au courant, j'ai fait tout ce que je faisais, je leur disais pas, quoi. J'allais partout où j'allais, je leur disais pas. Vous avez eu votre bac ? J'ai eu mon bac. J'ai fini par l'avoir. Ah, pourquoi avez-vous fini ? Parce que vous l'avez raté plusieurs fois ? Je l'ai raté en France, je suis partie en Israël dans une école, c'est un lycée à Jérusalem, en français. Et je l'ai eu, mais c'était beaucoup plus cool comment passer le bac. C'était la guitare sur la pelouse. Vous vouliez faire quelles études, vous ? Moi, je voulais pas faire d'études. Moi, je rêvais de faire Rémi sans famille, où on partait sur les routes, libre. Je voulais pas faire d'études du tout. En moto ? Tout à fait. C'est votre moto, ça ? C'est ma moto, c'est moi et c'est ma grande sœur derrière. Alors, donc vous avez un frère hein. et 2 sœurs. Votre plus jeune sœur est avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'elle, elle a mieux répondu aux espoirs de vos parents ? Elle a fait ce que mes parents attendaient d'elle. Ah.
pour arriver après... Enfin, pour arriver. Et Elle après... va nous raconter, puisqu'elle est là aujourd'hui. On va accueillir Leslie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la Benjamine de la fratrie. Nous avons vu que votre sœur a toujours été très rebelle par rapport aux attentes de vos parents. Et vous? C'est ça. Et moi, j'ai dû certainement compenser. Donc, j'étais pas très docile parce que quand j'étais pas d'accord, je le disais. Fort. Mais au final, j'ai quand même fait plus ou moins ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire que j'ai fait un bon bac scientifique, j'étais en physique. Parce qu'ils attendaient quoi de vous? Je sais pas ce qu'ils attendaient de moi, mais je sais que j'avais envie de plaire à mes parents, à mon père surtout. C'est-à-dire que vraiment, la relation difficile était plus avec mon père, qui avait un caractère fort, qu'avec ma mère. Et j'avais ce besoin de lui plaire. Donc j'avais envie de correspondre à ce qu'il attendait de moi. Et j'avais une relation assez spéciale avec lui. Donc il attendait que vous soyez quoi? Médecin comme lui? Alors oui, médecin. Enfin, pendant toute mon adolescence, on a fantasmé sur ce que je pourrais être, médecin, avocate, etc. Enfin voilà. Comment vous viviez le fait d'avoir cette pression sur vos épaules? Mal et pas mal. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis assez consciente de dire que j'avais ce besoin d'être en bon rapport avec lui. Envie que votre père vous regarde. Mais oui, avec amour et admiration. Oui, et je l'admirais énormément surtout. C'est-à-dire d'avoir un regard admirateur par quelqu'un qu'on admire, c'est exceptionnel. Et j'ai eu la chance, j'étais la Benjamine, il était à la retraite, j'ai eu la chance de partager énormément avec lui. C'est bon ça, construit, ça fortifie. Ça construit, ça fortifie et ça m'a enchaînée. Ah, pourquoi? Mais parce que du coup, voilà, il fallait absolument qu'il soit content de moi, qu'il soit satisfait. Parce que vous, c'était quoi votre passion secrète? J'ai toujours aimé le théâtre. Voilà, j'ai toujours voulu être actrice. Actrice? Ouais. J'ai toujours voulu être actrice. Depuis gamine, je devais avoir 8 ans, on habitait encore à Paris. Qui était votre modèle? Et en tant qu'actrice, mon père était assez cinéphile. À la maison, on voyait tout ce qui est western, comédie musicale, film. Donc, voilà, j'avais tous les acteurs en tête, tous les plus grands. Là, vraiment, j'ai Fred Astaire qui me vient en tête parce que j'en parlais ce matin. Mais j'ai toujours voulu une femme en particulier? J'adore les rôles d'hommes. Est-ce que vous lui en avez parlé? Il était au courant de votre passion pour le théâtre et le cinéma? Oui, mais depuis gamine, anecdote, je descendais à 8 ans acheter l'officiel des spectacles et c'est moi qui feuilletais pour voir quelle pièce ils allaient m'amener voir. J'ai toujours eu une passion pour le théâtre. J'allais sur le théâtre, je voyais ces acteurs bouger sur scène, envoyer de l'énergie, j'étais scotchée. J'ai toujours voulu faire ça. Et alors, comment il réagissait, lui? Et j'ai fait de la danse classique, mais pendant 12 ans. C'est-à-dire il a réagi en faisant ça de la danse classique? C'était plus facile. C'était plus facile de me faire de la danse classique en voyant clairement que j'allais pas devenir une danseuse étoile. Que prendre le risque de vous faire faire du prendre théâtre. le risque de me faire du théâtre en voyant que ça pourrait aboutir à quelque chose. C'est pas bête, ça, comme réflexion. C'est pas bête, voilà, ça fait une belle... c'était moi au début qui avait commencé la danse, mais quand j'ai commencé à dire peut-être que finalement je vais prendre des cours de théâtre en plus de la danse, quelque part à chaque fois ça a échoué. Au lycée, il y avait un très bon lycée en Israël, à Tel Aviv, qui avait un bon niveau de bac. Donc je donnais satisfaction du point de vue de l'école. Et en plus, très développé sur tout ce qui était art, dont le théâtre. Et quand je lui en ai parlé, je suis venue, j'ai fait mes petites enquêtes, et puis je suis venue, j'en ai parlé, et j'ai eu un non catégorique. Je me suis mise en colère, parce que je m'affirmais, c'est-à-dire je disais, mais c'est ce que je veux faire, et je partais dans des colères, mais au final, j'étais pas capable d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que je voulais pas... De lui tenir tête, de le décevoir. Oui, je voulais pas le décevoir. Et alors, vous êtes malade aussi. C'était quelqu'un de malade. C'est-à-dire que moi, par exemple, il m'a dit c'est à cause de toi que j'ai fait un infarctus. C'est quelqu'un qui était malade. C'est-à-dire que lui tenir tête, c'était aussi lui faire du mal. C'est ça le truc.
c'est pas pareil. Alors, vous êtes finalement lancée dans des études de droit. Ouais. C'était horrible. C'était... Donc, pour devenir avocate. Je sais pas pour devenir quoi, mais en tout cas pour faire des études. Donc j'ai fait des études de droit. Ça ne vous a pas plu? Non, c'était une catastrophe. Ah. Je suis une miraculée du droit. Je ne sais C'est-à-dire pas comment j'ai eu mon barreau, c'est impossible. Ah, parce que vous êtes allée au bout? Ah, j'ai été jusqu'au bout. Ah bon? Et vous avez fait des études de quoi? J'ai essayé littérature française et Talmud. J'ai dû aller 3 fois en cours. C'était sympa. Hein. Je me suis éclatée. Mais alors, éclatée. On a eu des soirées de folie. C'était génial. C'était génial. À Tel Aviv, étudier, c'est génial. Donc vous avez tout arrêté? J'ai tout arrêté. J'ai arrêté au bout d'1 an et demi. Et comment il a réagi, votre père? J'ai l'impression que je ne lui ai pas dit tout de suite, hein, parce que je faisais les choses sans le dire, moi. Elle lui a pas dit tout de suite. C'est pas l'impression, jamais moi. J'ai l'impression. Mais je me rappelle pas. Je lui ai pas dit. Je suis partie, moi. Je suis partie ailleurs. J'ai été partie travailler. chez vous? Non, parce que j'ai habité avec des étudiants. Je suis partie travailler à Eilat. En tant que commerciale, et j'étais logée, nourrie, donc après je suis partie en Martinique, enfin j'ai voyagé après. D'accord. Donc je vais pas vraiment dire. En allant travailler là-bas, il a bien compris que vous aviez arrêté vos études. Voilà, mais je crois qu'il n'était pas en Israël à cette époque-là. Il n'était pas en Israël à cette époque-là. Il a compris quand il m'a vue et qu'il est venu. En fait. Bon, alors quel parcours vous avez suivi après? Après, à partir de 25 ans, j'ai étudié réflexologie, et donc tout ce qui était médecine alternative. Réflexologie, massage médical, pas médical, thérapeutique, bioénergie, reiki, drainage lymphatique, et je me suis trouvée dans tout ce qui était comme ça. Et alors, ça lui a plu à votre père, ça? C'était mieux, parce que j'étais un peu dans un cadre. Du moment que c'est un cadre, lui, ça le rassurait. En fait, du moment qu'on est dans un cadre, il est content. C'était pas vraiment ça, parce qu'on continuait quand même à criser tous les deux. On continuait à vraiment à criser, quoi, à faire des grosses. Donc vous sentiez quand même qu'il était déçu? Oui, il était complètement déçu. Complètement déçu. Ça vous a affecté qu'il le soit? Depuis que j'étais petite, de toute manière, j'avais pris le parti, un truc que de toute manière, je me culpabilisais, et que de toute manière, j'aurais pas été comme il voulait, et que j'ai passé une enfance et une adolescence très dure, parce que j'étais sûre que de toute manière, je ne serais ni à la hauteur de ce qu'il voulait, ni à la hauteur de ce qu'il était. Donc, oui, ça m'affectait. Je me sentais complètement nulle. Par contre, j'ai été mieux à partir du moment où je me suis trouvée, où j'ai trouvé ce que j'aimais. Alors, au cours de l'année 2007, votre famille a été frappée par un drame. Lequel? Mon père est décédé en 2007. Comment vous avez vécu ce deuil? Alors, déjà, j'ai eu une approche... Franchement, c'était très dur. Mais on a quelque chose qui est très sympa dans notre religion, c'est que pendant 7 jours après le décès, on reste tous ensemble enfermés, les frères et sœurs et la mère. Et tout le monde vient nous apporter à manger. Et donc, il y avait ma tante, et il y avait des amis de mon père qui venaient, et on racontait des anecdotes de sa jeunesse que je ne connaissais pas. On racontait plein d'histoires. Et ce côté-là, j'ai beaucoup aimé, parce que ça m'a permis vraiment de me rapprocher de lui. Et après, moi, j'ai une approche de la mort qui est assez compliquée, parce que de toute manière, c'est qu'une métamorphose, en fait. Mais bon, l'année d'après, elle était quand même dure. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes culpabilisée de ne pas l'avoir satisfait? Alors, encore une fois, oui. Parce que j'étais en train d'étudier l'ostéopathie. Je suis rentrée en France à ce moment-là, j'ai voulu étudier la diététique pour me dire je vais encore rentrer dans le cadre, être diététicienne, me mettre dans les hôpitaux, machin, tout ça. Ça n'a pas marché du tout. Et finalement, je suis devenue voyante parce que j'étais beaucoup plus proche de moi-même, de tout ce qui était ésotérisme. Ça n'a rien à voir. Voyante, après avoir essayé tout ce qui touche au paramédical autour du cœur. J'avais bien travaillé dans les thalassos, tout ça. Mais finalement, on ne devient pas voyante comme ça. Vous aviez l'habitude d'avoir des visions? Oui, depuis que je suis petite, j'ai des visions, j'ai des rêves, j'ai des flashs. À 25 ans, j'avais eu quelqu'un qui était venu me voir la nuit pour me dire une phrase toute bête. T'as pas une porte, si elle s'ouvre, c'est que c'est la bonne. Du coup, j'ai trouvé ma voie grâce à ça. C'était tout bête. Donc j'avais toute une approche à l'ésotérisme depuis, qui est pas... Et vous, un mot sur la disparition de votre père? Ouais. C'était un peu... Je pense que j'ai pas encore fait le deuil de mon père, en fait. Je pense que voilà, le jour du décès, on est tous à l'hôpital et mon père, on donne l'heure du décès, donc mon père décède. Je m'écroule un moment, je commence, donc je pleure comme voilà. Je me demande, je me dis, comment je vais faire? À partir de moment, comment je vais faire? Comment je vais prendre mes choix à partir de maintenant? Comment je vais tenir ma vie sans avoir ce personnage qui... En même temps, vous auriez pu vous dire que ça vous libérait pour faire ce que vous aviez envie de faire vraiment? Alors... Vous nous raconterez tout à l'heure. Vous nous raconterez tout à l'heure ce que vous avez embrayé par la suite. D'abord, on va saluer Yvonne. Bonjour Yvonne.
psychologue, experte dans les relations familiales. Que pensez-vous du parcours de ces deux sœurs, Yvonne? Très intéressant. Filles rebelles ou filles suradaptées, eh ben, leur combat est le même. Lequel, vous l'avez dit Sophie, obtenir du père qui est si puissant une reconnaissance et un regard. Un regard qui longtemps n'a pas été au rendez-vous. Vous, Leslie, vous voulez faire du cinéma. Votre père était cinéphile. Même à travers votre vocation qui a commencé à naître précocement, vous vouliez être déjà regardée par lui, et même d'une façon posthume, en devenant comédienne, eh ben, vous voulez encore être vue. Ça, c'est une dynamique inconsciente. Vous allez me dire que ce n'est pas possible. Mais je pense que vous avez envie d'être enfin reconnu dans cette vocation. Quant à vous, vous êtes voyant, c'est toujours une histoire de regard, mais cette rébellion chez vous est assez étonnante parce qu'il y a trop de pression. Vous avez voulu faire éclater ces cadres, éclater, non pas que c'était un désamour par rapport à votre père, bien au contraire, vous aviez l'impression de ne pas le connaître et vous aviez quelque part peur de lui. Pourquoi? Parce que vous ne correspondiez pas à ses attentes, ça c'est une chose, mais surtout, vous vouliez sortir d'une forme d'étouffement familial, et aussi peut-être non seulement l'étouffement, mais une soif d'autonomie et une soif de liberté. Vous êtes un électron libre et personne ne comprenait votre démarche d'être un électron libre. Donc au fond, dans votre démarche, vous avez été plus libre que Leslie, qui s'est confortée tout le temps, malgré cette vocation tardive réalisée, au désir du père. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Marie-Laurence Farge de Rochefort-Serrier. Je suis donc issue d'une famille de barons. On parle de Colbert, mais on pourrait parler aussi de Saint-Louis, du Capet, puisque je descends du 10e enfant de Saint-Louis. Et puis, c'est une famille originaire du Massif central. Voilà. Adolescente, à quoi ressemblait votre vie? Tout à fait classique. Donc, j'ai 3 frères. Nous avons été élevés dans des pensionnats. Moi, particulièrement, une éducation de jeunes filles de bonne famille, pensionnat de jeunes filles Ursuline, donc en uniforme. Et puis ensuite, foyer de charité. C'était une école plus religieuse, plutôt... Voilà, donc les traditions, les valeurs, les loisirs liés aux aristocrates, les rallyes, les soirées entre nous. C'est un petit peu normal puisqu'on est issu d'un milieu et ce que les parents veulent, c'est qu'on se retrouve entre nous, qu'on crée des liens et des amitiés avec les gens du même milieu que nous. Quelles valeurs défendiez-vous? Les valeurs, la religion déjà. Je suis catholique pratiquante et... ça a une importance, c'est important dans nos familles, la famille, le respect, la charité, beaucoup de bénévolat, beaucoup de... les valeurs qui ne sont pas les valeurs de l'argent. Voilà. Donc vous habitiez dans un château? Oui. Vos parents travaillaient? Papa est exploitant forestier, et, tandis que maman était mère au foyer. Ouais. Est-ce que les femmes travaillaient dans cette famille? Alors non, nous on nous élevait, les femmes étaient plutôt élevées pour être des épouses et mères. Hein. Et c'est vrai que depuis toute petite, maman préparait mon trousseau, on parlait de ma dot, on parlait de tout ce qui faisait que j'aurais pu être une bonne mère, une bonne épouse, y compris dans les écoles dans lesquelles j'étais, c'était un peu central au niveau de l'éducation. Une discipline, beaucoup de rigueur et toujours centré sur l'avenir, la famille, le foyer, voilà. Mais vous l'envisagiez comment, votre vie sentimentale? C'est-à-dire que, comme tout le monde, le prince charmant, je l'envisageais comme une jeune fille qui passait son bac. Après mon bac, j'ai fait l'école du Louvre, pensant, c'est des études, on ne sait pas vraiment pourquoi on les fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, ça fait partie c'est toujours... On acquiert une culture. Une culture, c'est tout, une culture. Histoire de l'art. Et je me disais que je rencontrerais un homme avec lequel je construirais. Le garçon en question était diplomate, nous avions des projets d'expatriation. C'était tout à fait le chemin
destin classique qui m'était réservé. On m'a appris à recevoir, on m'a appris à faire des plans de table, on m'a appris à faire des bouquets de fleurs, on m'a appris à faire des choses complètement inutiles au quotidien, mais qui sont finalement très utiles si on est femme d'ambassadeur. Bon, et alors finalement, ce n'est pas le destin qui vous a été réservé, puisque vous avez été la première de votre famille à oser vous lancer en tant que femme dans une carrière professionnelle. Excusez-moi, oui, tout à l'heure. Oui, effectivement. En fait, j'étais tellement, je pense, bridée dans des pensionnats que juste après le bac, j'ai découvert la liberté et tout d'un coup, ça m'a donné plein d'idées. J'ai eu envie d'être indépendante, j'ai eu envie d'être attachée de presse, j'ai monté mon bureau d'attachée de presse, j'avais des tas de projets. C'est vrai que ça a un peu effrayé mes parents qui, eux, ne me voyaient pas partir comme ça à 100 à l'heure sur des projets professionnels en indépendante. Et donc là, j'ai commencé à m'occuper de joaillier, de parfums, de musique, de tas de lancements, d'éditions, c'était pas de mode, et puis de sexy. Et de fil en aiguille, je suis devenue une attachée de presse qui comptait, et j'ai laissé tomber totalement mon idée du prince charmant. Ah bon? Voilà. Voilà. Et alors, Prise par le tourbillon du boulot, voilà. Ouais, d'accord. Et alors, vous êtes plus particulièrement spécialisée dans une branche? Je ne me suis pas vraiment spécialisée, mais en fait, ce qui se passe, c'est parmi mes clients, j'ai tout simplement, en tant qu'attache presse, me suis occupée de documentaires historiques. C'était une branche d'une société qui faisait aussi du sexy et de l'adulte. Et donc, de fil en aiguille, je me suis occupée d'actrices X. Et donc, de promouvoir des actrices X. Exactement. Et en fait, je ne me suis pas du tout rendu compte de ce que ça pouvait, puisque je n'en ai pas pris le recul, puisque pour moi, ce qui m'a touchée, c'est les personnes avec lesquelles je travaillais. Donc, tout simplement, voilà. Je me suis retrouvée à être attachée de presse de Laure Sinclair, je travaillais pour Dragixa, Julia Chanel, des tas d'actrices, Mélissa Lorraine. Par rapport à l'éducation que vous aviez reçue, les Ursulines, les pensionnats, la religion, ça ne vous a pas posé de problème? Eh bien, figurez-vous que non, parce que j'ai été très attachée à toutes ces filles. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir ma place là. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il fallait que je fleurisse là où j'étais semée. J'ai vraiment eu le sentiment que j'avais quelque chose à apporter. Elles m'ont apporté beaucoup. Et attendez, vous avez été semée dans des pensionnats chez les Ursulines. Donc c'est là que vous auriez dû fleurir, pardon, mais... je n'avais pas la vocation religieuse. Donc, alors, en même temps... Pourquoi elles vous ont touché, ces filles-là? Est-ce que vous aviez déjà vu des films X? Non. Chez les Ursulines, ça m'étonnerait quand même. Alors, il faut vous dire qu'en fait, je n'avais jamais vu de film X. J'avais une idée très, très négative de ce milieu-là. J'étais déjà, quand on m'a présenté Marc Dorcel, qui avait une passion pour les documentaires historiques et donc qui avait ce label-là, j'avais très, très peur de lui. Je ne voulais surtout pas être à sa table parce que j'avais une image déformée et assez épouvantable de ce que ça pouvait être. Donc dans ma tête, c'était prostitution, drogue, traite de blanche, je ne sais pas. J'étais partie dans un délire effrayant. Et en revanche, quand j'ai rencontré l'homme, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de tout ça. Ensuite, quand j'ai rencontré, en travaillant et que j'ai croisé dans les couloirs, dans les bureaux qui ressemblaient donc à des bureaux tout à fait... des bureaux, ça aurait pu être une banque, il n'y avait rien qui pouvait vous choquer. Je me suis attachée donc à l'humain. Et là, je me suis dit, finalement, j'ai même trouvé ce milieu-là presque plus sain que celui de la mode. Parce que dans la mode, vous avez des pressions, des mecs qui vous draguent, il y a toujours des non-dits, des pressions affectives, des relations qui sont mal perçues. Là, c'était clair. La sexualité, c'était réglé. Donc, il n'y avait plus de problème. Oui, non, il n'y avait plus de problème de ce côté-là. Et ce qui restait de ces filles-là, elles étaient assez fleurs bleues. Et il restait assez fleurs bleues. Et ce qui restait... les sentiments ou non? Ça, je ne suis pas allée assez loin, mais je sais que la sexualité étant réglée, ce n'était plus un problème, ce n'était pas non plus un tabou. Et les relations étaient transparentes. Alors, est-ce que vos parents ont été au courant de vos nouvelles activités? C'est-à-dire que je n'avais pas tellement à leur raconter quels étaient mes clients. C'est comme un avocat qui défend plusieurs affaires. On n'avait jamais eu l'occasion d'en parler. Et de toute façon, comme j'étais restée la même, pour eux, j'étais juste devenue une attachée de presse
Il se demandait jusqu'où ça allait aller, ce métier d'attaché de presse, mais je crois qu'ils n'avaient pas compris, parce que pour eux, ils ne savaient même pas ce que c'était que le X. Et on n'avait même pas à en parler, mais quelqu'un s'est permis de téléphoner et de leur dire, mais vous savez que votre fille, elle est dans un drôle d'univers. Un coup de fil anonyme? Oui. Sympa. Oh, sympa, oui. Les gens se mêlent de ce qu'ils ne regardaient pas. Vous nous raconterez tout à l'heure quelles conséquences ce coup de fil a eu. Ouais. Mais d'abord, on va saluer Cyril. Bonjour Cyril. Quelle passion vous anime depuis votre plus tendre enfance? Alors depuis tout petit, la passion qui m'anime, c'est le cirque. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai toujours aimé cet univers. J'ai toujours été plongé dans les collections de cirque. J'ai toujours rêvé de rentrer dans cet univers-là. Voilà. Quel est le métier de vos parents? Le métier de mes parents, mon père est fonctionnaire et ma mère est aide-soignante. Donc tout à fait un autre univers que le cirque. Mais mes parents m'ont toujours emmené au cirque. Tout petit, ils m'ont amené 3-4 fois par an. Voilà, mais ça s'arrêtait là. Donc à l'âge de 17 ans, vous avez finalement réussi votre bac professionnel. Qu'est-ce qui vous occupait l'esprit à ce moment-là? C'était le cirque. Le cirque, ça m'a toujours occupé l'esprit. À l'âge de 17 ans, dès que j'ai eu mon bac, je suis parti directement au cirque. Auparavant, j'avais déjà fait des jobs d'été dans le cirque, mais ça en restait là. Et à l'âge de 17 ans, je suis parti vivre ma passion pour le cirque. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous êtes devenu et le parcours que vous avez suivi. Mais d'abord, on va saluer Anastasia. Bonjour. Vous aussi, Anastasia, vous n'avez pas suivi le chemin rêvé par vos parents. Dans quel schéma familial avez-vous grandi? Bah écoutez, j'avais 11 ans quand mes parents se sont séparés. C'était difficile? Très difficile. Vous êtes restée avec qui? Je suis restée avec mon papa, personnellement. Et quelle relation vous aviez avec votre mère? Depuis toute petite, c'est très, très, très tendu avec ma maman. Elle nourrissait quel rêve pour vous déjà? Écoutez, ma maman est directrice commerciale, donc elle a quand même eu son bac +2 ou +3, je ne sais plus. Donc c'est vrai que même si elle m'a eu à 19 ans de son côté, elle a quand même poursuivi ses études pour pouvoir justement nous offrir une vie meilleure pour nous. Et voilà, elle voulait que je fasse ma vie d'une enfance normale, entre guillemets, aller à l'école, ramener un diplôme et puis par la suite avoir un travail et construire la famille, quoi. Et vous, de votre côté, vous rêviez de quoi? Moi, du moment où ma maman elle est partie, que mes parents se sont quittés, je voulais être maman. Ah bon? Ouais, j'avais cet instinct-là de donner l'amour et la présence à un enfant que je n'avais pas reçu. Et donc? À l'âge de 12 ans, j'ai rencontré le papa de mes enfants. Et vous avez eu votre premier enfant à quel âge? Je suis tombée enceinte à 15 ans et demi et à 16 ans, j'ai accouché. Comment vos parents ont-ils encaissé la nouvelle? Mon papa, j'ai cru qu'il allait me tuer. Parce que je vivais encore sous le toit de mon papa. Ah oui, j'ai cru que... Ah oui, il m'a dit, tu prends la porte et je veux plus te voir, quoi. Et puis là, je me suis effondrée en larmes parce que moi, mon papa, c'est toute ma vie, quoi. J'ai grandi avec mon papa, c'est lui qui nous a inculqué les valeurs, le respect. Et au final, le lendemain matin, il me dit, écoute, c'est ton choix, tu assumes. Je serai là pour t'aider. Le papa? Non, mon papa. Donc, il vous a permis de rester chez lui? Voilà. Et votre maman, elle a réagi comment? Oh, très mal. Très mal. Déjà, j'avais déjà la boule au ventre de l'appeler pour lui annoncer ça parce que je savais pertinemment ce qu'elle allait me dire. Et finalement, j'ai pris le courage à deux mains, je l'ai appelée, je lui ai dit que j'attendais un bébé et là, c'était l'hécatombe. Elle en était où, elle, dans sa vie de femme? Elle essayait d'avoir un enfant parce qu'elle s'était remise avec un nouveau compagnon. Donc c'est vrai que cette personne-là n'avait pas d'enfant. Donc ils voulaient faire naître le fruit de leur amour, ce que je comprends bien à l'heure d'aujourd'hui. Elle a dû mal vivre votre grossesse? Ah oui. À quel point? À me dire que je gâchais ma vie, que je n'avais pas le droit de faire ça pour cet enfant et pour moi-même parce que je n'avais pas d'avenir ni pour lui ni pour moi. Voilà, et puis elle n'est pas venue me voir à l'accouchement. Comment vous avez réagi? C'est dur. Elle vous a manqué dans ces moments-là? Elle m'a toujours manqué, ma maman. Mais le jour où j'ai mis au monde mon premier, elle m'a encore plus manqué. Alors, que s'est-il passé dans les mois qui ont suivi la naissance de cet premier enfant? 10 mois après, j'ai accouché du deuxième. Non.
10 mois après, Ouais, ça, vous 10 êtes mois. retombée enceinte aussitôt? Ah oui, je suis sortie de la clinique et 3 mois après, je suis tombée enceinte. Voulu? Ah oui, oui. Alors, vous en êtes où aujourd'hui dans votre vie? Eh bien, écoutez, je vais avoir 23 ans, j'ai 3 enfants, mon dernier a 6 mois et demi. 3 enfants. Ouais. Donc, vous vous consacrez à eux? Ah oui, oui, oui. Vous vivez avec leur papa? Non, 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 je suis séparée des 2 papas, Ah, malheureusement. parce qu'il y a 2 papas. Oui, oui, oui. Bon. Évidemment. Et votre maman, elle les connaît, les enfants? Eh bien, écoutez, dernièrement, c'était au mois de juin, je reçois un coup de fil sur mon téléphone. Oui, Théo, bah, écoute, je suis en train de rentrer à la maison. Elle me dit, bah, si tu veux, j'ai 20 minutes, je prends un autre train, je suis à Perrache, viens me rejoindre, viens me voir. Bon, moi, ce que j'ai dit, tout de suite, je suis même pas montée. J'ai dit, allez, les enfants, on va voir mamie. Puis Ça voilà, s'est bien passé? Bah, j'avais 2 sentiments, en fait. J'étais super heureuse de la voir, et puis d'un autre, je me suis dit, c'est tellement court, 20 minutes dans une vie que... Nadine, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone. C'est pour ma fille, hein. 20 minutes pour voir ses enfants, c'est pas beaucoup, hein? 20 minutes pour voir les petits-enfants, c'est ça? Ouais. Ma question? Oui, Oui. c'est pas beaucoup, mais on n'habite pas du tout dans la même ville, c'est compliqué. Mm. Et puis, c'était l'occasion qui faisait que j'étais là. Ouais. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai quand même eu une révélation quand j'ai vu les petits. Ah, Je vous pense vous êtes que dit j'avais quoi? pas eu la révélation d'être Ouais. grand-mère Ouais, aujourd'hui, ouais. que je n'avais pas, j'avais pas eu cette révélation avant. C'est quand j'ai eu les enfants que là vraiment je me suis rendu compte que c'était les miens aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez exactement de la situation familiale de votre fille qui est en larmes quand même là? Je vous préviens, elle est très Parce que émue. là, sa maman qui parle, bonjour ma fille. Qu'est-ce que je pense de la situation? Moi, j'aime ma fille, j'ai toujours aimé ma fille, je l'aime de tout mon cœur et je l'aimerai toute ma vie. C'était très compliqué, sa grossesse, la première grossesse, je ne l'ai pas acceptée du tout. La deuxième, bah, elle était là, donc j'avais pas le choix. Et à vrai dire, j'ai jamais eu le choix. Donc c'était plutôt compliqué d'être grand-mère aussi à 36 ans. C'était pas prévu tout de suite. Mais vous-même, vous avez été mère à 19 ans, donc vous auriez pu comprendre que votre fille ait envie d'avoir un enfant. Même, pas dans les mêmes conditions. J'ai eu ma fille à 19 ans, je travaillais depuis quelques années, j'avais déjà un appartement, j'étais déjà avec son papa, j'avais déjà fini mes études avec un diplôme en poche, je travaillais, on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. 16 ans, c'est jeune. Là, vous regrettez qu'elle n'ait pas fait d'études, en fait? Non. Qu'elle n'ait pas fait d'études, qu'elle ait au moins un petit bagage. J'ai jamais été pour que mes enfants fassent des longues études, malgré que même s'ils voulaient en faire, c'était au contraire tant mieux. Au moins qu'elle ait un petit bagage avec elle. Par rapport à sa vie professionnelle aujourd'hui et sa vie sociale. Parce que quand vous avez des enfants à 16 ans, vous n'avez pas d'amis, vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit que les autres jeunes de votre âge. Donc il y a aussi ce qui me rend triste, c'est voilà, elle est seule. À quel point vous avez souffert de cette situation? Parce que ça vous a fait souffrir évidemment en tant que mère. Alors ça m'a fait souffrir déjà parce que c'est un échec, un genre d'échec, de dire mince, elle a 16 ans et c'est un peu aussi à cause de nous. Nous, je parle de son papa et de moi, hein, bien évidemment. Si on en est arrivé là. Je suis tombée enceinte en même temps que ma fille. Ça a été très difficile. Il a fallu que je voie un psychologue pour comprendre que ma fille avait fait son propre choix. Et que voilà, j'étais à 2 doigts de me faire avorter de mon propre enfant pour essayer de passer ce cap. Et comme c'était une nouvelle vie, il était hors de question avec l'homme avec qui je vis aujourd'hui d'avorter, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Donc voilà, puis j'avais 36 ans, j'avais encore le temps de continuer à être maman. Et puis on me faisait grand-mère. Ouais. Est-ce que vous comprenez que vous ayez pu manquer à votre fille pendant ces jeunes années et son adolescence? Est-ce que vous parlez toutes les deux? Est-ce que vous avez déjà abordé tous ces sujets toutes les deux? Bon, je pense qu'on a abordé, mais Anastasia est assez obtuse, on va dire. Elle ne comprend pas elle a du... Alors peut-être que moi je m'exprime mal, mais
elle n'en fera qu'à sa tête, Anastasia. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre mère, Anastasia, que vous n'avez jamais réussi à lui dire jusqu'à présent? Que malgré tout, c'est ma maman et c'est... J'aimerais tellement lui ressembler. Excusez-moi. En quoi? C'est malgré tous nos différences, c'est une femme formidable. Elle a le cœur sous la main. Oui, c'est une maman formidable. Et si vous nous rejoigniez, Nadine, sur le plateau, vous n'avez pas le temps de venir faire un petit saut? Je suis carrément mais à l'opposé de chez vous. Ah Donc, bon. ce qui est compliqué avec Anastasia, c'est que Anastasia ne travaille pas, elle s'occupe de ses enfants merveilleusement bien. Je suis très fière d'elle d'ailleurs parce qu'elle s'en occupe très très bien. Ça, je suis vraiment fière, il faut qu'elle le sache. Est-ce que vous lui avez dit déjà ça? Je suis pas sûre qu'elle l'ait beaucoup entendu. Non, j'ai toujours dit à ma fille que j'étais fière d'elle. Il y a eu des moments durs. Anastasia m'a fait beaucoup souffrir, a fait énormément de mal. Et j'ai du mal aussi à accepter J'en ai marre d'avoir mal. Donc, j'aimerais toujours ma fille, mais la douleur, il y a des mots, il y a des... Elle aussi, elle a beaucoup souffert certainement de vos absences. Ouais, alors mes absences, elle doit le comprendre, mais j'espère qu'un jour elle se réveillera, elle sait pourquoi je n'étais pas là. Donc, par rapport à la situation de son papa, par rapport à plein de choses, si j'étais pas souvent là, c'est pas parce que c'était un choix, c'est parce que la vie faisait que c'était comme ça. Il fallait que j'assume toute une famille. Est-ce que vous connaissez notre émission bien? Ah, je la connais très très bien. Bon, alors il y a une deuxième partie qui s'appelle l'histoire continue. Donc peut-être qu'on aura le plaisir de vous recevoir toutes les deux sur le plateau, ensemble. Peut-être un jour. Yvonne, comment peut-être un petit qu'on peut dire éclairage, oui, un petit éclairage sur Anastasia qui est quand même très en identification avec sa maman, et aussi pour expliquer à Nadine qu'il n'est pas question de conflit entre vous, il est question de place. Votre fille Anastasia dit qu'au divorce, à votre divorce, elle est restée seule avec son père, et c'est à ce moment-là qu'elle a eu envie d'avoir un enfant. C'est quand même étonnant. Sans faire un peu de la psychanalyse comme ça de comptoir, on sent quand même néanmoins que vous avez une espèce d'immaturité très tôt et que vous avez pris la place inconsciemment de votre mère. Ce qui est étrange, c'est que vous viviez avec votre père. Votre père, finalement, a eu une colère quand vous étiez enceinte d'une manière très précoce. Et ça se comprend parce que c'est une mesure de protection, tout comme Nadine. Votre maman a eu cette mesure de protection, vous donnant des conseils. Mais vous étiez aussi enceinte au même moment. Donc vous avez senti le désir de grossesse de votre mère et vous l'avez anticipé en tombant enceinte à 15 ans et demi. C'est quand même pas le fruit du hasard. Donc je crois donner cet éclairage, vous savez, il y a le travail, tout ça ce sont des conjonctures que tout le monde a. Néanmoins, derrière cette réalité, il y a toujours des causalités qui sont beaucoup plus profondes et inconscientes. Si vous arrivez à décrypter tout cela, le discours et surtout votre relation sera différente. Vous avez au fond vécu à la place de votre mère inconsciemment. Alors, on va vous laisser vous remettre de vos émotions et de vos larmes. Merci Nadine, en tout cas, d'avoir appelé. J'espère avoir le plaisir de vous recevoir toutes les deux à nouveau dans l'histoire continue. Merci beaucoup et nous allons découvrir la suite du parcours étonnant de nos invités, mais ce sera juste après ces quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous étiez brouillé avec une personne chère à votre cœur et vous n'avez pas eu le temps de vous réconcilier avec elle, car elle est décédée. En froid avec l'un de vos parents ou de vos frères et sœurs, vous regrettez de ne pas avoir pu vous retrouver avant sa mort. Vous le saviez condamné, mais vous n'avez jamais osé faire le premier pas pour vous réconcilier. Il est décédé au moment même où vous vous apprêtiez à vous réconcilier. Vous ne vous pardonnez pas d'avoir trop attendu. Vous êtes actuellement en froid avec l'un de vos proches et depuis que vous le savez malade, vous envisagez enfin une réconciliation. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Vous vous souvenez certainement de ce couple explosif que formaient Olga et Francis. Tu me gonfles. T'es là, t'attends que je fais à manger à 1h, j'arrive là et voilà. J'ai pas pensé.
Olga ne supportait plus que Francis ne fasse rien à la maison. Quand elle vous fait part de son mécontentement, vous n'envisagez pas de changer? Il s'en fout. Il n'y a rien à faire. 2 ans et demi plus tard, Francis serait-il devenu un nouvel homme? J'ai une surprise qui te fera plaisir pour toi. Oui, moi-même. La réponse dans l'histoire continue. 2, 1, top. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous êtes frère ou sœur et pourtant tout vous oppose. Votre frère ou votre sœur a tout réussi dans sa vie. À l'inverse, vous avez multiplié les échecs. La jalousie s'est donc immiscée dans votre relation. Votre look est totalement différent de celui de votre frère ou de votre sœur. On ne pourrait jamais imaginer que vous êtes de la même famille. Votre sœur a consacré toute sa vie à sa carrière alors que vous avez privilégié votre vie de couple et de mère de famille. Alors que vous travaillez dans la police ou la justice, votre frère a enfreint la loi et eu affaire aux forces de l'ordre. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Retour sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités n'ont pas suivi le parcours que leurs parents avaient espéré qu'ils suivraient et nos invités ont pris une autre route. On va continuer avec l'histoire de Sarah et de sa sœur. Votre père est mort en 2007. Quelle relation aviez-vous retrouvée avec lui sur la fin? Ça s'était un peu apaisé, vos rapports, je crois. C'était complètement apaisé parce que je m'étais bien trouvée moi-même. Donc j'étais plus en accord avec moi-même et il le sentait bien. J'étais en train d'étudier l'ostéopathie parce que j'étais toujours dans la médecine alternative. Et j'ai même eu des compliments. C'était super sympa. Mais alors, quand on fait des compliments rares comme ça, c'est au fer rouge. Qu'est-ce qu'il vous a fait comme compliment? Il m'a dit que comme j'étais consciencieuse dans mon travail, peu importe ce que je fasse, de toute manière, je serais bonne. Alors, c'est extraordinaire parce que mon père, de toute manière, depuis le début, j'étais nulle. Donc, j'ai eu un choc bien marqué. Il a commencé à me parler avec les émotions. Quand ça allait pas, il m'en parlait. Alors ça, c'est jamais arrivé non plus. Donc ça, c'est dans les 2 dernières années. Parce que j'étais proche de lui, il allait pas bien. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça lui sortait par bribes comme ça. Ça a dû vous apaiser et donc vous faire en sorte que vous soyez encore mieux dans votre peau. Complètement. Au point de trouver votre véritable vocation. Tout à fait. Alors, quelle est-elle? Là, ma vocation, c'est voyance et magnétisme. Et c'est vraiment, je pense, en rapport avec lui, parce que quand il est décédé, j'étais enceinte et je lui tenais la main. Ouais. Donc j'ai eu cette impression, j'ai eu cette notion de la mort qui était que c'est juste une métamorphose d'énergie, en fin de compte. Le corps s'en va, mais l'énergie reste. Et j'ai senti que mon père était plus proche de moi encore. Donc j'ai eu plutôt un côté encore plus apaisant. Vous l'avez réintégré en vous? Complètement. Complètement. Il m'a aidé à beaucoup mieux gérer ma vie. À partir de là, j'étais beaucoup plus claire. Comme être complètement en accord avec moi-même et comme si que lui est complètement en accord avec ce que je fais. Comment votre mère vit-elle tout ça? Alors, les premiers moments où j'étais voyante, elle n'osait pas dire ce que je faisais. Quand ses amis lui demandaient ce que je faisais, elle lui disait elle travaille. Elle avait honte de ce que vous faisiez? Elle avait honte. Ah bon. Mais, Si je dis pas ce qu'elle fait. Elle ne dit pas ce que je fais. Oui, personne ne dit ce que je fais. Non, je suis pas très bien vue dans la famille. Pourquoi en avoir honte? Ah, si on me demande ce que ma sœur fait, je dis pas ce qu'elle fait. Pourquoi? Je suis très fière de moi. Oui, je sais, mais moi aussi, je suis fière de toi. Mais je veux pas dire aux gens, ma sœur est voyante, c'est pas... Bah, là, tout le monde va le savoir, du coup. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Tout le monde. J'ai 40 ans, bientôt. Donc, Et alors, à 40 ans, tout est permis? À 40 ans, tout est permis. C'est l'âge où une femme se trouve. C'est le meilleur âge d'une femme, à mon avis, 40 ans. Et vous, alors, vous avez obtenu votre diplôme d'avocate? J'ai obtenu mon diplôme, j'ai passé le barreau, donc j'ai eu le barreau. Ne me consultez pas, je suis une très mauvaise avocate. Je déteste ça. C'est-à-dire que vous n'exercez pas du tout? Non, mais en Israël, pour avoir le barreau, il faut faire 1 an de stage entièrement. Donc, c'est-à-dire j'ai travaillé pendant 1 an, j'ai eu un très bon stage, mais je détestais ça. Mais par contre, je suis jalouse. Je peux revenir à la question que vous avez posée à ma sœur? Laquelle? Je suis jalouse par rapport aux conséquences du décès. Ouais. Et d'abord, je suis jalouse de ma sœur, ça je ne savais pas, je viens de découvrir. C'est que pendant les 2 dernières années, avec le rapport qu'elle avait avec mon père, et moi, j'ai eu exactement l'inverse. Les 2 dernières années de sa vie, j'arrivais plus à lui parler. Parce que finalement, je sentais justement que sa santé a vraiment décliné pendant les 2 dernières années. Et du coup, effectivement, quand on fait tout pour quelqu'un et que finalement, ce quelqu'un commence à partir, on se dit, ben merde alors. Vous lui en avez voulu? Je lui en ai voulu. Mais je le sentais en plus. Pendant que ça s'est passé, cette réaction que j'ai eue, je la sentais. Et c'était très déroutant parce que j'avais énormément de respect pour mon père.
Et pourtant, j'avais une certaine colère que j'arrivais pas à exprimer. Et contrairement à toi, moi, la semaine où c'était sa dernière semaine de sa vie, j'étais à l'hôpital en train de lui donner à manger et il me regarde et il me dit « Pourquoi t'es pas mariée ?» Le truc qui tue. T'as tout pour te marier, pourquoi t'es pas mariée? J'étais là et j'ai eu les larmes qui ont coulé parce que je me suis dit « Merde, j'ai tout fait. Faire plaisir. J'ai tout fait. » Ils sont jamais assez contents, les parents. Ça sert à rien de leur faire plaisir. J'avais pas pensé à ça. Je crois que c'est pas ça. C'est que vous avez passé un certain nombre d'années à mettre votre énergie au service de votre père et pas la vôtre. Et ce qui s'est passé avec Sarah, en revanche, elle a réussi à mettre son énergie à son profit et à devenir vraie et à trouver sa vérité. Et le contact qu'elle a eu avec son papa, avec votre père, pardon, avant son décès, eh bien, c'est un rapport de vérité. Et c'est là où c'est très important, quand on est vrai, on peut communiquer. Le rapport que j'avais avec mon père était très vrai. Non. C'est très fort. Il était très, très vrai. Il était adapté. Oui, mais j'avais pas ma langue dans ma poche. Quand j'avais un problème, je le disais quand même. Oui. Bon, vous savez quoi? On refera une émission sur le deuil, tout ça. On va peut-être pas trop inciter là-dessus. Vous faites quoi dans la vie aujourd'hui, vous? Alors, donc mon père décède à la fin de ma première année de droit. Et pour la première fois de ma vie, je m'autorise à rentrer sur le site des cours Florent pour voir comment on fait pour s'inscrire. Et alors? Je me suis inscrite. Non, je ne me suis pas inscrite. Mais j'ai vu un stage. Il y avait un stage de Noël. Mais c'est dingue parce que même pour rentrer sur le site, rien que sur le site internet, j'ai jamais pu rentrer sur le site internet, jamais pu taper cours Florent ou cours d'art dramatique tant qu'il était en vie. Bon, et alors là, vous avez pris des cours? Alors du coup, voilà, j'ai fait le stage de Noël. Elle va devenir actrice ou pas? Vous lui avez dit quoi? T'en es où, là? Elle est en troisième année. T'es en troisième année? Ouais. Et alors, vous pensez quoi? Qu'elle est sur la bonne voie? Elle est sur la bonne voie. Elle est sur la bonne voie. C'est-à-dire, elle deviendra... Elle deviendra actrice, elle deviendra ce qu'elle veut. Non, elle deviendra Leslie Jarmon, c'est son nom. Ouais, voilà. Leslie Jarmon, c'est ça. C'est un bon nom déjà. C'est un bon nom. Il y a eu Leslie Caron et Leslie... Il y a eu Leslie Caron. Voilà, il y aura Leslie Jarmon. Très bien. Voilà. Par contre, on a un beau cadeau de mon père. Je suis épanouie aujourd'hui. J'adore ce que je fais. J'adore aller. Vraiment, j'adore. Alors ça, c'est déjà bon. Est-ce que vous avez des doutes encore qui vous envahissent? Tout le temps. C'est normal. Tout le temps. C'est épuisant. Non, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que si vous faites ce métier, vous en aurez d'autres. Voilà, c'est ça. Il faut être à fond. Tout à l'heure, vous disiez, vous êtes rentré dans ce que vous faites à 100 km/h. C'est-à-dire à 100%, à 100 à l'heure. Vous avez foncé. Moi, je suis quand même très active, parce que je suis active de nature, mais j'arrive pas à me mettre à 100% dedans. Tous les jours, tout le temps, j'ai des doutes. Est-ce que vous avez honte de la profession de votre sœur, mais est-ce que vous la consultez? Je l'ai consultée une fois. C'est arrivé, ça? Une fois. Qu'une fois? Je me rappelle pas. Oui. Tu vois, elle s'en rappelle même pas. Je me rappelle même pas. Je l'ai consultée une fois. C'était certainement pour une histoire d'amour, de mec, un truc bidon, quoi. Mais pour les choses importantes, je la consulte pas. Ah bon, parce que l'histoire d'amour, c'est pas important. C'est pas important. Ouais. Mais une fois, une fois, elle m'a fait un coup. J'étais au téléphone avec elle, je lui parlais justement par rapport au cours de théâtre, etc. Et à un moment donné, dans la discussion, je sens qu'elle change de ton, qu'elle change de rythme, et je comprends qu'elle est en train de tirer les cartes à mon insu. Je vérifiais pour les... Et tout d'un coup, je l'entends me dire, il y a une femme qui va t'ouvrir des portes. Et là, je fais, Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, non, rien, je voulais juste m'assurer de ce que je te disais, donc je tire quelques cartes. Et alors? Je sais pas, pour l'instant. Si je suis assistante de ma prof, c'est une femme qui va énormément de l'avant. Je suis sûre qu'elle m'ouvrira des portes. Complètement. Voilà, l'assistante de sa prof en troisième année, cette femme va lui offrir des portes et c'est clair, elle est claire qu'elle est sur la bonne route, quoi. Mais comme je disais, mon père nous a offert un beau cadeau, c'est sa volonté. Parce que lui, il a réussi tout ce qu'il a voulu. Non, mais il était exceptionnel. Il était extraordinaire. Il faut vraiment comprendre que c'est pas... On aurait pu écrire mon perso héros, nous. Voilà, on va refaire une émission là-dessus. La barre très haute. La barre très haute, exactement. la barre est très, Mais vous savez pourquoi vous êtes épuisée, Leslie? Parce que vous traînez encore une forme de culpabilité. Est-ce que papa avait peut-être raison de me guider vers la voie de l'avocat? Ou alors, est-ce que je le trahis en devenant artiste? Il y a encore cette culpabilité qui vous ronge et vos doutes. Vos doutes, ils se situent là. C'est épuisant. Mais oui. C'est épuisant.
Peut-être que quand tu seras maman, tu n'auras plus ces doutes-là. Parce que tu comprendras que les parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Et qu'ils ne sont jamais contents. Voilà. Ils sont jamais satisfaits. Vous avez des enfants, vous, Marie-Laurence? Ah bon? Vous n'en avez pas voulu? Non, mais c'est la vie qui a fait ça. Alors, donc, vous êtes né aristocrate. Vos parents auraient adoré que vous suiviez la lignée familiale, que vous trouviez un prince charmant à l'occasion de vos rallyes et que vous fassiez un bon mariage, comme on dit. Et puis la vie en a décidé autrement et vous êtes quand même parti sur une autre piste assez éloignée de leurs souhaits. Ils ont reçu un coup de fil anonyme un jour et ont appris que vous travailliez auprès d'actrices pour films porno quand même. Oui, mais pour eux, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais bon, eux, ils ne savaient pas vraiment de quoi il s'agissait, mais comme je n'ai pas changé d'attitude, que je suis toujours restée la même personne, j'ai toujours les mêmes valeurs, je suis engagée dans des tas de trucs caritatifs, ils se sont dit, bon, c'est des âneries, c'est n'importe quoi, ils ne m'en ont pas parlé tout de suite. En revanche, ce sont mes grands-parents qui, en revanche, ont très très mal vécu la chose, qui ont reçu également un coup de fil anonyme. Mon grand-père, que j'aimais beaucoup, avec lequel j'avais une relation très très privilégiée, lui a dit on ne prend pas en compte les choses anonymes, parce qu'au moins c'était un homme juste qui s'est dit si bon. Et en revanche, ma grand-mère l'a très très mal vécu. Et après ça, a refusé de me recevoir. Donc j'ai été complètement interdite de propriété familiale, interdite de chasse, interdite de dîner, interdite de réunion familiale, de tout ça. Et je ne me suis pas battue pour autant. Je me suis dit, ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Parce qu'il y a un malentendu. Quand on vous dit, elle travaille dans le X, on ne sait pas si je suis moi-même actrice X. Hein. Oui, ça. Donc, il y a des raccourcis qui se font très rapidement. Et comme pour eux, c'est une autre génération, pour eux, les nuances, ça n'existe pas. Le milieu, il est comme ça. Si on est dedans, c'est forcément qu'on est libertin, ou qu'on est tordu, ou qu'on est drogué, ou qu'on est prostitué. Voilà. Est-ce que ce rejet de la part de votre famille a été difficile à vivre pour vous? Oui, assez, parce qu'en fait, j'avais une relation très étroite avec mon grand-père. On était très fusionnels. Je ressemblais à sa maman, donc il y avait une petite projection peut-être. Et on était très liés. Et cette rupture a été dure. On se voyait en cachette, figurez-vous. On arrivait à s'offrir des petits moments entre grand-père et petite-fille. Et le reste, j'ai été éjectée, mais je ne me suis pas battue. Je me suis dit, j'ai jamais eu envie de défendre tout ça. Je me suis dit, ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Je ne voyais pas le mal que je pouvais faire. Je me disais, mais en quoi ai-je tort d'avoir accepté ça? J'étais heureuse dans ce que je faisais et je ne faisais rien qui puisse ni offenser les autres ni moi-même. Vous parlez au passé, ça veut dire que vous avez changé de direction? Actuellement, je suis toujours relation publique pour eux, mais maintenant, le métier a beaucoup changé, je ne me reconnais pas du tout dans cet univers maintenant, et c'est devenu un gros groupe audiovisuel, et on n'a plus du tout les mêmes relations, ni avec les actrices, ni avec la presse, et donc j'en suis restée là, mais je suis toujours relation publique pour eux. Mais, ça veut dire quoi, relation publique pour eux? Je m'occupe d'événements, par exemple, si on fait des soirées d'anniversaire, 35e anniversaire, lancement, c'est plus la même chose. Par exemple, parce que... Et alors, vous avez quel regard avec le recul? Vous regrettez Non, je ne regrette pas. Je sais simplement que, par exemple, sur la rupture avec mes grands-parents, j'ai appris à découvrir mes parents. Parce que vos parents ne vous ont pas rejeté, eux? Non. Eux, alors c'est ça qui est étonnant. Je les ai toujours trouvés très rigides, toujours à côté de la plaque, toujours complètement à l'ouest, parce qu'ils étaient toujours restés dans leur rail. Et ils ne s'étaient pas du tout adaptés au monde d'aujourd'hui. Donc je m'étais dit, ça va être un tsunami, cette histoire. Et pas du tout. Vu que je n'ai pas changé, que je suis restée la même, maman m'a juste dit, mais je ne comprends pas, tu vois des filles toutes nues. Elle avait beaucoup de mal à comprendre quel était mon rôle. J'ai dit, mais je m'occupe de jeunes filles qui ont choisi un métier et je m'occupe de leur communication. Donc ça en est resté là. En revanche, quand il y a eu la rupture avec mes grands-parents, par exemple, je ne suis jamais revenue à la propriété familiale. Quand mon grand-père est décédé, je suis venue, on m'a jetée. Et à l'enterrement, ma grand-mère m'a serré la main. Donc, c'est vrai que les proportions ont été beaucoup plus importantes
que ça. Je ne pouvais pas imaginer que ça prendrait des proportions pareilles. Et un de mes frères, mon frère aîné, qui est très responsable, m'a dit, écoute Marie, ce serait bien, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des événements familiaux, j'étais rejetée. Il m'a dit, Marie, arrête, tu arrêtes avec ce client, tu prends voilà, tu continues tes bals mondains, tu continues de t'occuper de mode, de joaillerie, de tout ce que tu veux. Et je lui ai dit, mais même si j'arrêtais, je suis stigmatisée maintenant. De toute façon, on me dit c'est l'aristo qui bosse dans le X, alors je peux rien faire. Quel est le sens de votre présence aujourd'hui? Ben là, on parlait justement de l'éducation que les parents nous ont donnée et les rêves qu'ils avaient pour nous. Alors évidemment, les parents avaient un autre rêve pour moi. Je crois que je ne pense pas. On n'a jamais eu... Il y a eu beaucoup de non-dits dans notre famille, donc je ne sais pas si je les ai déçus ou pas. Je sais simplement qu'ils n'ont jamais vraiment compris mes choix. Et je sais que nous n'en parlons pas, tout simplement. Donc là, c'est une manière de dire tout ça au grand jour à tout le monde? Non, c'est une manière de dire que les parents ont beau vouloir le meilleur pour leurs enfants, c'est pas parce qu'on prend des chemins différents qu'on n'est pas plus ou moins heureux. Je sais que ce qu'ils voulaient pour moi, c'est ce qui pour eux était idéal. C'est ça. Donc, bon, moi, je ne pense pas avoir fait de tort à mon milieu, parce que justement, je suis restée exactement... vous voyez, j'ai essayé de rester dans mes traditions. Si j'avais eu des enfants, je les aurais élevés exactement comme mes parents m'ont élevée. Et au contraire, je trouve que la discipline, c'est important. Je trouve que... Est-ce que vous avez l'impression d'être passé à côté de votre vie ou au contraire de l'assumer pleinement? Je pense que de toute façon, elle n'est pas finie. Donc j'ai encore plein de surprises. Et je reconnais que elle a été très riche. Elle a été très riche, elle m'a apporté beaucoup. Vous êtes célibataire? Oui. Mais il faut reconnaître quand même quelque chose, c'est que mes parents ne m'ont pas préparée à la vie du XXIe siècle. Et quand je suis sortie du bac, je leur en voulais beaucoup. Parce que moi, je n'étais pas au courant de tout ce que je prenais en pleine figure. J'étais un peu comme Forrest Gump. Je découvrais des trucs, je ne savais pas me défendre, je ne savais pas me parler d'argent, je voulais aider tout le monde. J'étais toujours... Voilà. Et je trouve que leur éducation, il y a une petite réadaptation à faire en prenant le meilleur de la leur et la meilleure de... Bon, si un châtelain célibataire nous regarde et... pas trop poussiéreux, hein, parce que le truc, c'est qu'il faut qu'il accepte. À mon avis, vous allez attirer des pas poussiéreux du tout, qui vont imaginer que vous venez avec vos stocks de films et tout. Ça peut être très, très intéressant. Savez-vous que c'est très ambigu? Parce que justement, les hommes voient en moi un fantasme, en disant oui, c'est une bourgeoise complètement... Je comprends qu'ils voient un fantasme, vous êtes quand même ravissante. Mais le problème, c'est que les types qui auraient pu m'intéresser, eux, sont complètement effrayés par justement le milieu dans lequel j'évolue. Voilà. Bon, il paraît qu'il y a beaucoup de candidats en régie, mais bon. Bon, enfin, vous allez avoir du courrier, c'est évident. Une petite vision pour l'avenir, non? Elle va avoir du courrier? Oui, elle va avoir du courrier. Un petit prince charmant à l'horizon? Le prince charmant, c'est pas le prince charmant, c'est déjà accepter ce qui vous plaît. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Accepter quoi? Ce qui vous plaît. En fait, Marie-Laurence, le prince charmant, il passe. Le problème, c'est qu'elle cherche un prince qui correspondrait à sa vie et à celle de ses parents. Ça, c'est absolument... Même s'il est là, elle le voit pas, en fait. Eh bien, si, il y en a. Mais il y en a. Oui, non, mais il y en a, justement. Et après, c'est le fait de l'accepter, tel que comme il est. Il faut surtout aimer les défauts de l'autre. De l'autre? Oui. Ces défauts qu'on puisse vivre avec, en fait. Voilà, parce qu'effectivement, tout à fait. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère vous recevoir à nouveau sur le plateau de l'Histoire continue et que vous aurez trouvé votre prince. Je vous le souhaite. Cyril, vous, à l'âge de 17 ans, après avoir obtenu un bac pro, vous avez tout quitté pour vous engager dans un cirque. Voilà, je me suis engagé dans un cirque dès que j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac jeune, à 17 ans. Et directement, je suis rentré pour y travailler l'été et j'y suis toujours resté. On m'a embauché en CDI et maintenant j'y suis encore et voilà, ça fait maintenant 2 ans que j'y suis. Et vos parents, à quel moment ont-ils découvert votre univers? Donc 4 mois après que j'ai été embauché au cirque, la direction et moi-même, nous les avons invités au spectacle. Donc ils étaient en loge, au bord de la piste, voilà, pour découvrir enfin ce que je faisais, ou presque. Parce que bon, quand on va au spectacle, on sait pas dans quoi son fils travaille, parce que je travaille dans l'envers du décor, donc je suis pas trop sur la piste. Ils ont rencontré la direction du cirque, ça les a pas trop rassurés. Mais bon. À quoi ressemble votre vie? Je suis toute l'année sur les routes de France, je fais toutes les villes. Je m'arrête 2 fois dans l'année où je vois ma maman et mon papa. Donc pour ma mère, c'est un petit peu dur, me voir 2 fois dans l'année, c'est pas très simple. Mais elle y arrive quand même. La maman qui est là, Corinne.
Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vivez tout ça? Alors, je suis fière du parcours de Cyril. Cyril me manque souvent pour les fêtes familiales. Comment vous voyez son avenir? Alors, pour Cyril, je ne m'inquiète plus, malgré le temps. Maintenant, il a fait son choix et puis je lui fais confiance pour l'avenir. En fait, ce qui vous dérange le plus, c'est de ne pas le voir suffisamment souvent, quoi. Mais vous respectez son choix. Oui, comme aujourd'hui, ça faisait 4 mois où je n'avais pas vu Cyril. Oh, alors vous l'avez pris dans vos bras? Voilà, et la prochaine fois, ce sera en janvier. Alors, vous êtes déjà directeur du cirque? Voilà, je suis déjà directeur du cirque. Ouais. C'est un beau parcours, hein. Le plus jeune directeur de cirque d'Europe. C'est ça. Bravo. Voilà. Comme quoi... Comme quoi, quand on va au bout de sa passion... On reste vivant, mais vraiment, on vibre et on est dans l'énergie de la vie. Très bien. Pas enfermé. Ça va, vous, Yvonne? Très bien. Très bien, merci à tous nos invités d'aujourd'hui qui auront sans doute besoin d'un peu de temps pour prendre du recul par rapport à leur histoire, mais j'espère les recevoir très vite, certains d'entre eux en tout cas, certains ou certaines dans l'histoire continue, afin qu'ils nous racontent ce qui s'est passé pour eux depuis leur passage dans notre émission. Olga et Nadine, qui nous rejoindra tout à l'heure, ont elles aussi dû prendre le temps de se poser pour analyser leur situation. Et c'est seulement après quelques mois qu'elles sont capables de porter un regard critique sur leur parcours. Je vous propose tout de suite de prendre de leurs nouvelles. Olga. Bonjour Sophie. Mais ça fait combien de fois que vous venez sur notre plateau? 4 ou 5. 4 ou 5 fois, on ne vous lâche plus. Oui. On vous adore trop. Ah, alors, gentil. nous avions fait votre connaissance le 1er mars 2011 dans une émission intitulée « La retraite sonnera-t-elle la fin de leur couple ?» Vous étiez alors accompagnée de votre mari Francis. Que lui reprochiez-vous à l'époque? Feignant. D'être feignant. On se souvient, vous passiez votre temps à lui Moi, faire des reproches, à l'insulter. Non, non, pas insulte, Oh, mais j'ai quand dit, même. mais foute rien quand même. Voilà. Voilà, c'est le mot. Ouais. Et j'ai pas d'autres mots, hein, donc... Donc, vous avez près de 25 ans d'écart tous les deux. Est-ce que c'était l'idée que vous faisiez de la retraite de votre conjoint? Oui. Vous imaginiez rentrer du travail, peinarde, alors qu'il avait tout Oui, non, fait. même, il ne faut pas exagérer non plus, mais bon, juste un petit peu, une petite touche, on va dire, et puis voilà. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Non, non, mais il est tout le temps à la cave. À la cave, parce qu'il y avait sa pièce dans la cave, Voilà, qu'il écrit, qu'il papotait, je fumais, de trucs. Alors, vous avez traversé une grave crise conjugale, tous les Ah deux. oui, hein. c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout Quand le temps. vous êtes venu il y a 2 ans et demi, vous étiez dans quel état d'esprit? Quand j'étais venue la première fois, je voulais partir. Vous vouliez vous séparer? Ouais, oui, je voulais, j'en peux plus. Voilà, j'étais fatiguée, j'ai dit, mais celui-là, alors moi j'ai dit, mais moi je vais partir. Alors, malgré tout, vous refusiez l'idée que la retraite de Francis puisse provoquer la fin de votre couple, quand même. Et avant d'en arriver là, en tout cas, vous étiez prête à tout pour sortir de cette impasse. Alors, votre couple a-t-il finalement réussi à repartir sur de nouvelles bases? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans ce reportage. Ça se passe à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. D'ailleurs, je vous dis bonjour, tout le monde là-bas. Ben oui, je connais bien Biarritz, moi. Voilà. Je suis dans mon rôle, je fais tous mes devoirs, j'ai tout fait à la maison. Son mari Francis à la retraite, Olga pensait qu'il serait plus disposé à participer aux tâches ménagères. Seulement voilà, Francis n'était pas vraiment de cet avis. Elle avait fait des projets pour moi qui ne sont pas les miens. Et je reste pour regarder les infos, l'ordinateur, fumer à la maison. En plus... Et madame arrive à la maison, il n'y a rien de prêt. Et quand elle vous fait part de son mécontentement, vous n'envisagez pas de changer? Il s'en fout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je reconnais que j'ai des torts. Je me suis laissé vivre un petit peu, je me suis laissé aller. T'as pas fait à manger? Non, mais j'ai sorti le chien, c'est chez Tu moi. peux faire quand même quelque chose à manger, quand même. Putain, je vais le faire. Tu me gonfles. T'es là, t'attends que je fais à manger, à 1 heure, j'arrive là et voilà. J'ai pas pensé. Et les tâches ménagères n'étaient pas les seuls sujets de discorde au sein du couple. Donc, Vous avez des enfants tous les deux? Non. Eh bien là aussi, ils veulent plus.
Vous en aviez déjà parlé avant de vous marier avec lui? Oui. Il était d'accord? Oui. Et là, maintenant, il veut plus. Eh ben, je peux quand même, oui, non, je parlais quand même d'après, oui, tu d'accord. parles après quand même, parce qu'on est là comme ça. Je vous ai vu réagir quand elle disait qu'il était convenu entre vous que vous auriez des enfants. Mais elle avait un problème chirurgical où on a essayé d'en avoir un. Ça n'a pas marché. Après, Oui, ça n'a pas marché, t'as pas insisté. Attendez, pardon. Derrière le sourire et le fort caractère d'Olga se cachait néanmoins une réelle souffrance. Le problème d'enfant là, bon, je sais pas, en fait, moi ça m'embrouille tous ces problèmes parce que je sais pas quoi faire. C'est vrai que ça me travaille beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois partir ou je reste? Nous retrouvons Olga, elle qui ne supportait plus la passivité de son mari. Je reprochais à Francis beaucoup de choses. Il ne fout rien, il participe à rien. Et c'est normal pour lui que j'arrive, je faisais tout, quoi. Il vivait dans son monde. Ça me fatiguait. D'ailleurs, à l'époque, j'ai dit que je vais le quitter. Mais après l'émission, Francis a compris qu'il fallait qu'il change. Il se rend compte quand même à quel point je souffrais quand même. Il a réfléchi beaucoup après tout ça, donc du coup, il a fait des efforts, petit effort, petit à petit. Des fois, il me fait le repas, il fait le course, il fait le lit, il râle plus. Non, mais c'est incroyable. Des fois, j'ai envie de filmer, mais bon, tant mieux, tant mieux. Quant à son désir de maternité, Olga le voit aujourd'hui sous un autre jour. Il m'a dit, écoute, tu as raison, tu n'en as pas. On va aller voir pour savoir est-ce qu'on peut y arriver ou pas. C'est lui qui a insisté au final. Mais c'est beaucoup de risques apparemment. Donc je préférais laisser tomber. Quand je pense quand même qu'elle a fait cette, je sais pas, ces démarches. Et c'est ça, surtout ça qui me touche beaucoup. Malgré ce désir d'enfant inassouvi, Olga est aujourd'hui une femme épanouie. Je suis fière de lui parce que je ne croyais pas le faire changer radicalement comme ça, parce que ça, c'est quand même un changement de... C'était impressionnant même. Non, c'est une autre Francis, oui, c'est le deuxième Francis, je crois. Et il faut du temps, hein. Voilà. Gérard est un ami du couple et il a vu Francis se transformer au fil du temps. Mais comment expliquer ce revirement de situation ? J'appartenais à une génération où on ne fait pas grand-chose à la maison. J'avais vu mon père, des amis qui laissaient faire à leur épouse le travail ménager. On allait manger chez eux ou quoi, c'était Olga qui faisait tout. Jusqu'à la fin du repas, il ne bougeait pas, il restait à table avec nous. Ses copines, ses amis, ils disaient « Mais qu'est-ce que tu fous avec un gars qui a cet âge-là et qui fait rien à la maison en plus ?» Mais par amour, Francis a su réagir à temps pour inverser la tendance. Si je ne voulais pas rester tout seul, il fallait quand même que je mette la main à la pâte, tout simplement, quoi. Et ses copains le taquinaient assez souvent sur le « Allez, dépêche-toi, rentre de suite, t'as l'aspirateur à passer. » Il le prend bien, il rigole. Francis a donc su être à l'écoute des différentes attentes de sa femme. Il y avait ce désir d'enfant qu'elle voulait, j'étais déjà plus très chaud. Donc après, elle n'aurait jamais imaginé que je puisse aller voir un médecin et lui demander pour une procréation artificielle. Et elle a vu qu'il a fait de gros efforts pour aller voir ces fameux médecins. Et maintenant, c'est plus sa première préoccupation. Que j'y sois allé, ça l'a quand même touché de ma démarche, qu'elle ne pensait pas que j'étais capable de faire. C'est un Francis qui est transformé, quoi. Je suis un homme différent dans le sens... c'est comme le bon vin, quoi. Je me suis amélioré avec l'âge. Aujourd'hui, Francis n'a qu'une idée en tête, faire plaisir à Olga. Petites attentions, surprise, il est désormais aux petits soins. Et justement, aujourd'hui, Francis a une idée derrière la tête. Hello, bonjour. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. Tiens, allez, c'est bisous. gentil. Ça fait plaisir. Tu le mérites, mon petit poussin. Dès que tu as fini, tu vas aller t'habiller, parce que j'ai une surprise qui te fera plaisir pour toi. Fais-moi confiance, je m'occupe de tout. Oui, je sais pas. Dis-moi. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu t'habilles en jean et en basket. Mais avant de découvrir cette fameuse surprise, Francis se dévoile sous un nouveau jour, avec un nouvel ami, le ballet.
y va maintenant. Bon, mon petit chéri, viens ici. J'ai une surprise encore. Il faut que je te bande les yeux. Tu vas pas m'amener comme ça partout. Si, Je suis condamnée là. Allez, on y va. Alors, ma... Monte, c'est là le siège. Oh là là. Oui, ma belle. Francis est un nouvel homme qui a pris conscience que l'amour s'entretenait chaque jour. Ne bouge surtout pas. Pourquoi elle a boue, quoi? Avance, non, non. Si je te le dis. Oui, ma belle. Allez, viens. Tu avances toujours. Stop. Attention, 3, 2, 1, top. Ça, c'est beau, ça. Je vais voler, donc. La surprise, c'est un saut en parachute. Francis savait que c'était le rêve de sa femme. Bonjour Olga. Olga. Alors, C'est un beau cadeau que votre mari vous offre là. Hein. Oui, non, c'est incroyable. Merci. Donc, dans un premier temps, on va s'avancer vers le matériel. Je vais vous faire une petite présentation. Donc, voici le parachute avec lequel on va faire le grand saut. Un parachute tandem. Très bien. On va faire le réglage. Donc, première position, on met les pouces en pronation, on ferme comme ça. Tu mettras ta tête sur mon épaule et tes jambes seront entre les miennes. Voilà. Poussin, profite bien, je sais T'inquiète, t'inquiète. Allez. Oui, tu sais, oui, moi, je ne sais pas encore. Je te dirai au retour. Bon, allez, à tout à l'heure, Francis. Oui, à tout à l'heure, merci. À quelques secondes du grand saut, aucune manifestation de stress. Olga a juste envie de sauter. Oh, c'était génial. Merci. Bravo, Olga. Merci. Félicitations. C'était magnifique. Et c'était beau. Émotion. Et merci en tout cas. C'était beau. Quand même, elle vous remercie parce qu'elle a bien remercié son instructeur, hein, mais... J'ai pas oublié Francis. Ah oui. bon, quand même. Bon, tout ce que vous faites quand même devant des caméras de télévision, vous n'allez pas me faire croire que vous lui amenez le petit déjeuner au lit tous les matins. Non, je pense pas. Tout ça parce qu'il y a la télé, c'est tout. Ah non, j'ai tenu mes promesses, moi. C'est pas comme en politique, mais je les ai tenues. Ah bon, c'est vrai, c'est comme ça tous les jours, Olga, vous confirmez? Oui, il participe, peut-être pas le petit déjeuner, mais il participe quand même. Il a bien, le passage dans notre émission a bien changé les choses alors. Ah, il a fait beaucoup de choses, oui. Aujourd'hui, vous rentrez du boulot, il a fait le repas. Oui, le repas, le lave-vaisselle un peu, il range un petit peu. Oui, non, mais il fait des efforts, oui. Il a fait beaucoup de... Grâce à vous d'ailleurs, oui. Ah bon? Franchement, oui. Qu'est-ce que j'y suis pourquoi? Non, mais vous êtes J'ai pas passé mes peut-être pas vacances pour avec rien du tout, parce moi. qu'on ose dire là devant, chose qu'on n'a pas fait il y a 2 ans, 2-3 ans quand même. Et là, on participe, on s'engueule plus. On... Ah bon, à ce point-là? Oui, non, mais c'est cool, c'est calme. Je rentre, je vois tout ce qui est Alors bien pourquoi? rangé. Comment ça se fait? De quoi avez-vous pris conscience après votre passage sur notre plateau? Vous avez eu des retours autour de vous, les copains, etc. Ah oui. Donc je me suis rendu compte qu'aussi, je vois même par rapport à mon fils et d'autres, bon, il fallait participer beaucoup plus puisque je n'appartenais pas à cette génération. Et puis même certains de mes amis faisaient beaucoup plus de la ménage. Donc j'ai dit, il fallait que je change. Oui. Et je dois dire que j'ai fait des efforts, pas toujours bien perçus, puisque dans la cuisine, je n'ai pas que des compliments. Ah bon, et quelle est votre spécialité? J'ai plusieurs spécialités. Lesquelles? Non, je fais surtout des galettes. Bon, mais elle n'aime pas les Des galettes galettes, indiennes, oui, c'est pas avec du la tout farine basque, de ça, les sarrasin. galettes. Ah, mais c'est quand même plutôt bon. breton, Quoi. quand même, ça, non? Et autrement, je sais lui faire le riz, mais il n'est jamais assez cuit, parce que les malgaches,
il faut vraiment que ce soit cramé, quoi. Ça a l'air bon, sa cuisine, en tout cas, Olga. Sa cuisine, à lui. C'est pas terrible, non? Ça n'a pas l'air... il y a encore des progrès à faire, vous voulez dire? Oui, le fait déjà, c'est déjà pas mal, mais c'est un peu dégueulasse, un petit peu de fois quand même. Bon, bah, c'est pas grave. Mais déjà, il me dit, t'as pas goûté. Il insiste. Mais j'ai dit, c'est pas comme ça qu'il a oublié le sel. Enfin, l'autre jour, là, il faut poivrer. J'ai dit, mais il a oublié. Bon. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus épaté? J'attendais le surprise qu'il m'a fait, c'est ces petites fleurs, déjà. Ça, c'est tout le dimanche. Hein. Tous les dimanches? Presque tout le dimanche. Alors, j'ai eu peur quand même que je dis ça ne va pas durer longtemps, tout ça. Mais là, tout le dimanche, je crois que c'est son ami aussi qui dit que oui, fais-la, achète-toi ça pour ta femme et tout ça. Et après, c'est la voiture, hein, alors que j'avais la voiture neuve. C'était bien. Et surtout le canapé, non? Le canapé, ça a oui, été... mais le canapé, c'est parce que c'était à la maison. Donc, j'étais pas là pour le canapé, j'étais au travail. Ouais. Donc, quand je pars comme ça, je voyais ça. Oh, j'ai dit, je demandais quelque chose de simple, mais alors là, j'ai dit, là, t'as fait fort, hein, mon chéri. J'ai dit, c'était bien. Il a bien choisi? Oui. Bon. Très bien choisi, même. Je ne m'attendais même pas. J'ai dit, mais ça, alors... Bon, c'était une bonne surprise, oui. Alors, est-ce que ça se passe mieux entre vous? Vous êtes partis sur de nouveaux départs, sur de nouvelles bases? Oui, c'est Nouvelle-Francis, oui. Je pense, oui, c'est le... Oui. Est-ce que vous communiquez plus tous les deux? Ben, il m'écoute plus qu'avant, oui. Parce qu'avant, il faut qu'il... Ben, je vois qu'il vous écoute, du coup, il ne parle plus du tout maintenant. Hein. Oui, moi, je laisse parler. C'est-à-dire qu'il a dû dire, bon, il vaut mieux que je me taise, parce que moi, je suis sûre de ne pas me faire engueuler. Non, je le laisse parler, oui. Non, c'est vrai que, bon, il faut quand même être à l'écoute. Et puis... Comme ça, d'une certaine manière, je peux mieux entendre ce qu'elle me dit, même si je ne retiens pas tout. C'est un bon équilibre, je pense. Hein. Sans être le modèle parfait, je me bonifie comme le bon vin. Il est content de lui, en tout cas. Hein ben oui, il se fait les compliments tout seul. Tout seul, oui. Mais oui, non, mais c'est bien. C'est bien. Et non, il a changé complètement, oui, là, quand même. Bah, écoutez, on est très contents, alors, hein, d'avoir contribué à ces changements. Oui, merci Sophie d'ailleurs de nous aider dans cette démarche psychothérapeute. Yvonne aussi, il ne faut pas oublier. Vous reviendrez sur notre plateau? Oui. Ah bon, vous aurez d'autres choses sujet, bien sûr. Ah bon, ça lui plaît, la vie d'artiste lui plaît. Non, mais ne vous inquiétez pas, je vous signalerai dès qu'il y a un petit moindre geste. Là, je dis attention, il y a Sophie d'avant qui t'attend là-bas. Très bien. Avec son fouet. Avec son... Très bien. Bon, bah, écoutez, quand vous voulez, vous revenez. On vous accueillera avec plaisir. Beaucoup, Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Nadine. Nadine, je l'avais reçue le 30 septembre 2011 dans une émission intitulée « Maigrir, moi, jamais ». À l'époque, elle était déterminée à trouver les clés pour être en paix avec elle-même. Mais en venant sur notre plateau, elle était alors loin d'imaginer la surprise qui l'attendait. Quel genre de femme est-elle devenue depuis son passage à Toute une histoire? La réponse tout de suite en images. J'ai pris énormément de poids en très peu de temps et j'ai beaucoup de mal à accepter ce corps qui n'est pas le mien. Une ménopause précoce avait fait prendre 18 kilos à Nadine en seulement 3 mois et elle souffrait de ce changement soudain. Ça a été pour moi la fin du monde. Je ne pouvais plus mettre mes vêtements, je ne me reconnaissais plus dans le miroir, je n'étais plus moi. Alors combien pesez-vous? À l'heure actuelle, je pèse 84 kilos pour 1m65. Je ne mange pas beaucoup, pourtant je ne maigris pas, mais on va dire je réfrène mes envies de glace ou de dessert, ça j'hésite beaucoup. Malgré les régimes, Nadine n'arrivait pas à perdre du poids. S'habiller était devenu pour elle mission impossible. Notre conseillère en images, Bénédicte Schmitt, était venue sur notre plateau afin de l'aider à se sentir mieux avec ses rondeurs. Moi, je vais vous montrer comment vous pouvez être féminine, comment vous pouvez être belle et accepter vos formes. Du noir tout le temps? Oui. Ce qui serait intéressant, c'est aujourd'hui de pouvoir mettre de la couleur. Et des couleurs, Bénédicte lui en avait proposé avec cette nouvelle tenue qu'elle s'apprêtait à découvrir. Attention. C'est fou, ça change. J'ai déjà l'impression de revivre un peu. C'est pour moi quelque chose de primordial.
réussir à m'accepter. C'est en Moselle que nous retrouvons Nadine, 2 ans après l'émission. Et vous allez le voir, ses habitudes alimentaires ont quelque peu changé. Audrey, c'est prêt? C'est désormais détendu qu'Audrey vient partager avec sa mère des repas gourmands. Je t'ai fait une petite surprise. C'est bon, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il est J'aime bien. super bon. Il est fondant, hein? Ouais. J'espère que tu te régales autant que moi. Mais ça sert à rien de se priver. Autant se faire plaisir. Puis le regard des autres, hein. On s'en fout. Alors, j'ai peut-être pas perdu de poids, mais je fais avec. Et je montre mes rondeurs. Autant les accepter, elles font partie de nous, donc. Pas seulement les accepter, les mettre en avant. Petit. Et pour les mettre en avant, Nadine a trouvé une bonne adresse qu'elle souhaite faire découvrir à sa fille. Dans cette boutique spécialisée grande taille, Nadine redécouvre depuis quelque temps le plaisir de s'habiller. Bonjour. Ah, bonjour mesdames, ça va bien? Oui, très bien, merci. On va aller au fond, tu vois, regarde, il y a mes tailles, regarde aussi les belles couleurs. XL 48, ouais, c'est ça, c'est ma taille, c'est bon. Ah, je sais pas, il est pas mal aussi celui-là. Et du rouge avec plein de paillettes. Ah oui. Il est joli, hein, mais... Pas de noir, j'en veux plus du noir. Angela, la responsable de la boutique, est enchantée d'avoir pour une fois affaire à une cliente décomplexée. J'ai toujours aimé les paillettes et ça fait longtemps que j'en mets plus parce que j'osais pas. D'accord, ok. Et aujourd'hui et puis là, c'est bon, l'occasion. Voilà. Non, j'ai c'est de nouveau envie de reporter des paillettes. C'est du lainage. Hein. Ouais, c'est vrai qu'avant, je ne portais jamais de jean. Je n'en ai jamais porté de ma vie. Et que depuis quelques mois, je m'y suis mise. Ça me surprend vraiment que tu prennes un jean là, spontanément, comme ça. Ben, j'ai envie de changer, j'ai envie d'être, je sais pas, d'essayer un style plus jeune. Désormais, fini la torture de l'essayage. Aujourd'hui, passer en cabine est devenu pour Nadine une partie de plaisir. Wow, je retrouve les paillettes de ma jeunesse. J'aime bien, oui. Maintenant qu'il y a de la couleur, tu vas les fouiller dans mon armoire. Possible. Assumer son corps a libéré Nadine. Elle peut désormais reprendre des activités qu'elle avait abandonnées à regret lors de sa prise de poids. Son amie Claudette s'était d'ailleurs étonnée de voir Nadine s'éloigner des bassins. Si je venais plus à la piscine, c'était à cause de ça. Oui. J'avais pris du poids, je voulais pas qu'on me voie en maillot de bain. Et comment tu te sens en maillot de bain maintenant J'ai plus honte, je m'en fous. Bah, pourquoi avoir honte? Celui qui n'est pas content, il regarde ailleurs. Je m'en moque, je suis comme je suis. Bah, t'es belle. Quand je suis habillée ou en maillot de bain. Tu te sens belle. Je me sens bien. Ben voilà. Nadine a enfin retrouvé cette ambiance de groupe qui lui avait tant manqué. Oh, bah, je me sens bien, là. Hein. Franchement, encore une victoire de plus. Là, bah, je me sens détendue, je me sens vraiment bien. Ouais. Je t'embrasse parce que là, franchement, je te trouve super. Nadine, qui a tellement changé que je ne vous avais pas reconnue. Je vous ai croisé tout à l'heure en coulisses et je ne vous ai pas reconnue. Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure quand je vous ai croisé? Je vous ai dit, je suis la dame à la robe rouge. Et puis, quoi d'autre? On m'a beaucoup appelée comme ça. Voilà. Grâce à vous, je revis. Je revis. Oui. Pourquoi vous aviez répondu à notre appel à témoins il y a 2 ans, justement? On va dire, j'étais vraiment au bord du gouffre. Je n'arrivais plus à me retrouver, je ne savais plus qui j'étais. J'avais perdu mes repères. Et on va dire quelque part aussi le contact avec la vie sociale. Et c'était un appel au secours. Et alors justement, ça a provoqué quoi le passage sur cette émission? Est-ce que vous avez eu du courrier? Vous avez retrouvé une vie sociale grâce à ça? Disons que ça s'est produit tout doucement quand même. Hein. C'est pas venu d'un seul coup. J'ai commencé déjà à prendre soin de moi, à ressortir un petit peu au niveau société, au niveau, bien sûr, de rencontres amicales, surtout amicales. Et on va dire, à me montrer. Est-ce que vous avez ressenti un mieux-être en sortant du plateau? Est-ce qu'il y a un déclic qui s'est produit? Disons qu'il y a eu un début de déclic. Un début de déclic. J'ai vu une personne sur le plateau, j'ai eu très envie de la prendre comme modèle.
Cette personne, c'est Yvonne. Je l'ai vue à l'aise, j'ai eu envie de lui ressembler. Yvonne. Merci. Petit à petit, voilà, petit à petit, j'ai commencé à changer, j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Ça m'a... Disons que ça a été le réveil, ce passage sur le plateau, ça a été un réveil total. Je me suis retrouvée, j'ai retrouvé ma propre personne, celle que j'ai effacée. Vous étiez à ce point perdu de vue? Pour quelle raison? J'avais pris 20 kilos en 3 mois avec la ménopause. Donc mon corps, ce n'était plus moi, je ne me reconnaissais plus. Et je m'habillais de façon avec des robes très longues, des t-shirts, je nageais dedans. Enfin bon, on ne me voyait plus. J'étais ou en noir ou en bleu marine, on ne me voyait plus. Seulement moi, je ne me voyais plus non plus. Pas de maquillage, pas de coiffage, rien. Mes cheveux poussés, je les attachais, c'est tout. Donc il y avait vraiment une perte de ma propre personnalité. Et donc là, vous avez pris conscience que vous pouviez à nouveau être séduisante et retrouver une féminité? Féminine. Je me suis sentie tellement féminine ce jour-là sur votre plateau que je ne revenais pas, franchement. J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Alors, après l'émission, vous avez participé à notre forum. Mais qu'est-ce qui s'est dégagé de ces échanges? Alors, sur le forum, c'était surtout la robe rouge. Hein. Il y avait énormément ah, la belle robe, magnifique, vous étiez superbe. Enfin bon, disons que tout était relié à cette tenue qui me changeait totalement, vu qu'il y avait de la couleur, alors qu'avant, j'étais tout en noir. En quoi êtes-vous différente aujourd'hui de celle que vous étiez avant? Alors aujourd'hui, je fais partie de 2 groupes qui se rencontrent régulièrement. On fait des karaokés, des pique-niques, des soirées. Je vais à la piscine, je n'ai plus peur de me montrer en maillot de bain. Je ne me cache plus, mais surtout mes enfants. Mes enfants. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, qui sont tellement heureux pour moi, qui sont tellement heureux d'avoir retrouvé leur maman. Et ça, je crois que c'est le plus beau cadeau que vous m'avez fait. Alors, vous avez tout, alors? Oui, sauf un amoureux. Ah bon? Il n'y a toujours pas d'amoureux? Non. Oh là là, je vous soupçonne d'être revenu aujourd'hui pour ça. Oh non, peut-être pas. Hein? Peut-être pas. Non, aujourd'hui, je suis revenue sur votre plateau. Oui. C'est pour m'adresser aux femmes qui sont dans le cas que j'étais il y a 2 ans, pour leur dire réveillez-vous, réveillez-vous. C'est pas parce que vous avez du poids que vous devez vous cacher. Au contraire, mettez-vous en valeur, mettez-vous en avant et vivez. Alors, on ne sait jamais si on a du courrier, s'il y a quelques messieurs sensibles aux robes rouges. Quel est le profil de celui que vous cherchez, que vous aimeriez trouver? Je ne suis pas très difficile. Déjà qu'il soit un peu plus grand que moi. Ouais. Parce que j'aime pas quand le monsieur est plus petit. Je veux qu'il soit gentil, tendre, doux. Et le bonus serait qu'il danse. Ah, quand même. Oui, parce que je suis une danseuse. Merci à tous d'être revenus. Je vais vous demander de signer le livre de l'histoire continue. Francis. Merci Sophie. À bientôt alors. Vous revenez quand? Quand vous voudrez. Ben, c'est vous. À quel endroit? Ici. Merci de votre confiance. Merci d'être revenu nous voir. Bonne chance pour la suite. J'espère que vous serez très heureuse. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. On est arrivé à 8, effectivement, ça aurait pu être 9. On est 7 en tout. 8 enfants. Ils ont grandi au milieu d'une ribambelle de frères et sœurs. On est d'abord 2 filles, ensuite il y a des jumeaux, ensuite 2 filles et puis un garçon et une fille. Je suis juste au milieu. J'ai 6 ans d'écart avec mon grand frère et 6 ans d'écart avec mon petit frère. Mais ces familles nombreuses sont-elles toujours les familles du bonheur? Il en arrivait un tous les 2 ans à peu près. Il y a un moment donné, ça devenait vraiment étouffant, quoi. Ce qui me manquait, c'était un moment avec maman ou un moment avec papa. J'en pouvais plus d'en voir encore. Je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter, quoi.
Vous vouliez tant d'enfants dès le départ? Ah non. Quel âge ont-ils? Myriam, 32 ans, Aurélie, 30 ans, Mélanie, 26 ans, Greg, 24 ans, Ludovic, 22 ans, Mathieu, 20 ans, Florent, 15 ans, Samuel, 13 ans. Oh là là. Vous faites quoi comme métier? Assistante maternelle.